Ma voiture est tombée en panne sur la route à 23 heures, sous la pluie. J'ai appelé mon fils en pleurant. « Viens me chercher, s'il te plaît. » Il a répondu. « Maman, je suis occupé. Prends un Uber. » Et il a raccroché. Je suis resté 3 heures sous la pluie. Une semaine plus tard, il m'a demandé 30 000 € prêtés. Quand j'ai dit « appelle un Uber d'argent », j'ai toujours cru avoir élevé Sébastien de la meilleure façon possible. À 58 ans, en regardant ma vie, j'étais fière de l'homme que mon fils était devenu. Ou du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à cette nuit pluvieuse qui allait changer notre relation pour toujours. La maison semblait trop grande depuis que William était décédé il y a 2 ans. Chaque pièce résonnait des souvenirs d'une famille jadis complète et j'apprenais encore à vivre seule après 30 ans de mariage. Sébastien, à 32 ans, avait construit sa propre vie, sa carrière d'ingénieur, son appartement dans le quartier chic de la ville. J'étais fière de son indépendance, même si les temps où il vivait encore avec moi me manquaient. Ce mardi-là, j'avais décidé de rendre visite à ma sœur Amandine à Hendaye. C'était un voyage que je faisais régulièrement depuis la mort de William, une façon de briser la routine et de combler le manque de la famille. Amandine insistait toujours pour que je reste plus longtemps, mais je préférais rentrer le jour même. Ma maison, mes habitudes, tout était ici en ville. La journée avait été merveilleuse. Amandine et moi avons parlé de tout, des souvenirs d'enfance aux projets d'avenir. Elle s'inquiétait pour moi, pensait que je devrais sortir davantage, rencontrer des gens, peut-être même recommencer à fréquenter quelqu'un. Je riais de ses suggestions, mais au fond, je savais qu'elle avait raison. La solitude devenait une compagne pesante. Quand j'ai décidé de partir, il était presque 9 heures du soir. Amandine a essayé de me convaincre de dormir là-bas, disant qu'il était trop tard pour conduire seule, surtout avec le mauvais temps qui s'annonçait. Les nuages lourds couvraient le ciel depuis l'après-midi et le vent s'était intensifié. Mais j'ai insisté pour rentrer. J'avais des engagements le lendemain et de plus, j'étais habituée à conduire la nuit. Ma Civic avait toujours été une voiture fiable. William me l'avait achetée 3 ans avant sa mort, disant que j'avais besoin de quelque chose de sûr et économique pour mes voyages. Pendant tout ce temps, elle ne m'avait jamais laissé tomber. Alors quand j'ai commencé à sentir la voiture calée dans la montée, j'ai d'abord pensé que c'était juste l'humidité qui affectait le moteur. Les premiers signes étaient subtils. Le moteur semblait hésiter lors des accélérations, comme s'il s'étouffait. J'ai ralenti, pensant que je forçais peut-être trop dans la montée. Mais alors le bruit étrange a commencé, un son métallique qui venait du capot. Mon cœur s'est emballé. Je connaissais très peu les voitures, j'avais toujours compté sur William pour ces questions. La pluie a commencé doucement, quelques grosses gouttes qui frappaient le pare-brise. En quelques minutes, elle s'est transformée en tempête. Les essuie-glaces arrivaient à peine à gérer l'eau qui tombait torrentiellement, et la visibilité est devenue terrible. Je conduisais lentement, agrippé au volant, quand le moteur a finalement rendu l'âme. La Civic s'est arrêtée au milieu de la montée, dans un virage dangereux de la route reliant Hendaye à la ville. J'ai essayé de démarrer plusieurs fois, mais le moteur ne faisait même plus de bruit. Il était complètement mort. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'étais dans une situation terrible. Il n'y avait pas de maison à proximité. La route était déserte en raison de l'heure et du temps, et j'étais seule dans un virage dangereux. J'ai allumé les warnings et essayé de pousser la voiture sur le bas-côté, mais c'était impossible. La Civic était trop lourde pour moi, et la pluie était si forte que je voyais à peine où je mettais les pieds. Je suis retournée dans la voiture, trempée et tremblante, ne sachant pas si c'était de froid ou de peur. C'est alors que j'ai pensé à Sébastien. Mon fils me disait toujours de l'appeler en cas d'urgence, qu'il serait toujours disponible pour m'aider. J'ai pris mon téléphone avec des mains tremblantes et composé son numéro. En attendant qu'il réponde, j'ai répété mentalement comment j'expliquerais la situation. Je ne voulais pas paraître désespérée, mais j'avais besoin d'aide urgente. Pendant toutes ces années à élever Sébastien seul après le divorce difficile avec son père,
Puis en reconstruisant notre famille quand j'ai rencontré William, j'ai toujours essayé d'être une mère présente, mais pas surprotectrice. Quand William est devenu le beau-père de Sébastien, à 12 ans, il y a eu une période d'adaptation difficile. Mais avec le temps, ils ont développé une relation respectueuse. Et William a toujours traité mon fils comme s'il était son propre sang. William avait été un homme merveilleux, un mari dévoué et un beau-père aimant. Quand il est mort d'une crise cardiaque foudroyante, Sébastien a pleuré autant que moi aux funérailles. Il m'a aidé avec toutes les démarches, avec la paperasse, avec les décisions difficiles que j'ai dû prendre. C'est pourquoi j'étais certaine de pouvoir compter sur lui dans ce moment de détresse. La pluie continuait sans relâche, frappant le toit de la voiture avec une intensité qui me rendait encore plus nerveuse. Quelques voitures passaient à grande vitesse, projetant davantage d'eau. J'avais peur que quelqu'un ne me voie pas à temps et percute ma Civic. La situation devenait de plus en plus dangereuse. J'ai pensé à appeler une dépanneuse, mais je ne savais même pas exactement où je me trouvais. La route était longue, pleine de virages similaires, et dans l'obscurité et sous la pluie, tous les points semblaient identiques. De plus, une dépanneuse mettrait des heures à arriver, et je n'étais pas sûre qu'il serait prudent d'attendre si longtemps dans cette position. Sébastien a toujours été un fils affectueux, particulièrement après la mort de William. Il me rendait visite au moins une fois par semaine, m'emmenait déjeuner les week-ends, se souvenait de toutes les dates importantes. Quand je me sentais très seule, il le percevait et trouvait une activité pour me distraire. C'est pourquoi j'étais absolument certaine qu'il viendrait me chercher, peu importe l'heure ou les circonstances. Pendant que le téléphone sonnait, je regardais par la vitre embuée et essayais de me calmer. L'orage semblait empirer et je commençais à me sentir claustrophobe dans la voiture. Le vent faisait légèrement bouger la Civic et je pouvais entendre des branches se briser quelque part à proximité. Enfin, Sébastien a répondu. Sa voix semblait distante, comme s'il faisait autre chose en même temps. « Allô, maman, ça va ?» demanda-t-il, et je pouvais entendre le son d'une télévision forte en arrière-plan. « Sébastien, mon fils, Dieu merci, tu as répondu, » dis-je, essayant de contrôler le tremblement dans ma voix. « Je suis dans une situation terrible ici. Ma voiture est tombée en panne sur la route de Hendaye. Il pleut très fort et je suis dans un virage dangereux. S'il te plaît, peux-tu venir me chercher ?» Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne et je pouvais entendre des voix d'autres personnes, des rires. Il semblait être avec des amis ou à une fête. « Maman, quelle heure est-il » demanda-t-il avec un ton légèrement irrité. « Il est presque 11 heures du soir, je sais ce qu'il est tard, mais s'il te plaît, Sébastien, j'ai très peur ici. La voiture est complètement morte et je ne peux pas la sortir du virage. J'ai vraiment besoin de ton aide, ai-je supplié, sentant les larmes commencer à couler sur mon visage. « Ah maman, je suis occupée maintenant. J'ai du monde chez moi, tu sais comment c'est. Pourquoi tu n'appelles pas un Uber ?» suggéra-t-il négligemment, comme s'il parlait de la météo. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. « Sébastien, je suis sur une route de montagne, sous la pluie, avec une voiture en panne. Comment veux-tu que j'appelle un Uber? Et même si je pouvais, je ne peux pas laisser ma voiture ici. Ah maman, tu exagères toujours ces situations. Je suis sûre que tu vas trouver une solution. Écoute, je dois raccrocher, les gens m'appellent ici. On se parle demain, d'accord? Dit Sébastien, et avant que je puisse répondre quoi que ce soit, il raccrocha. Je suis restée à regarder le téléphone, incrédule. Mon propre fils m'avait abandonné. J'ai essayé de rappeler, mais s'il ne répondait plus. J'ai envoyé des messages désespérés, expliqué mieux la situation, mais je n'ai reçu aucune réponse. C'était comme s'il avait simplement décidé de m'ignorer. Les larmes coulaient librement maintenant, se mêlant à la pluie qui gouttait encore de mes cheveux mouillés. Je me sentais complètement désemparée. La personne en qui j'avais le plus confiance au monde m'avait tourné le dos au moment où j'avais le plus besoin d'elle. J'ai essayé d'appeler Amandine, mais je me suis rappelé qu'elle ne conduisait pas la nuit et habitait trop loin pour m'aider de façon pratique. J'ai pensé à d'autres parents, mais ils habitaient tout loin ou étaient âgés comme moi.
Mes quelques amis proches n'étaient pas non plus des personnes que je pouvais réveiller au milieu de la nuit pour une situation comme celle-ci. La pluie continuait implacablement et quelques voitures passaient à grande vitesse, faisant trembler ma Civic sous la pression de l'air. Chaque fois que je voyais des phares s'approcher, j'espérais que ce soit Sébastien venant à mon secours, qu'il ait changé d'avis. Mais les voitures passaient toujours toutes droit, me laissant à nouveau seul dans l'obscurité. Ce furent les 3 heures les plus longues de ma vie. J'alternais entre essayer de démarrer la voiture, dans l'espoir qu'elle fonctionne miraculeusement, et rester assise à trembler de froid et de peur. Par moments, le désespoir était si grand que j'envisageais de sortir de la voiture et d'essayer de faire signe à un conducteur de s'arrêter, mais la pluie était si forte que ça aurait été trop dangereux. Pendant ces heures interminables, mon esprit ne pouvait s'empêcher de penser à la réaction de Sébastien. Comment avait-il pu être si froid avec moi? Avais-je élevé un fils égoïste et insensible? Où était le garçon affectueux qui s'inquiétait quand je tardais quelques minutes à venir le chercher à l'école? Je me suis souvenu de toutes les fois où je m'étais levé au milieu de la nuit quand il était petit et malade, de tous les sacrifices que j'avais faits pour lui donner la meilleure éducation possible, de la façon dont j'avais travaillé 2 fois plus dur après le divorce pour qu'il ne manque de rien. Et maintenant, quand j'avais besoin de lui pour la première fois depuis longtemps, il m'a simplement abandonné. C'est presque à 2 heures du matin que mon salut est enfin arrivé. Un camion s'est arrêté derrière ma voiture et un homme en est descendu en courant sous la pluie. Il a frappé à ma fenêtre et crié par-dessus le bruit de l'orage. « Madame, vous allez bien? Vous avez besoin d'aide ?» J'ai légèrement ouvert la fenêtre, encore méfiante, mais l'homme semblait sincèrement inquiet. C'était un monsieur d'une 40aine d'années, portant l'uniforme d'une société de transport. « Ma voiture est en panne et je ne peux pas partir d'ici, » ai-je expliqué, pleurant encore. « Je m'appelle Marcos Silva, je suis chauffeur. Je vais remorquer votre voiture jusqu'à un endroit sûr et ensuite, je vous ramènerai chez vous, » a-t-il dit, se dirigeant déjà vers son camion pour chercher l'équipement. Marcos a travaillé pendant près d'1 heure sous la pluie, attachant les câbles et remorquant ma Civic jusqu'à une station-service fermée, qui avait au moins un parking sécurisé. Ensuite, il a insisté pour me ramener chez moi, refusant tout paiement. Pendant le trajet, j'ai parlé avec cet inconnu, qui s'était montré plus fils pour moi que mon propre sang. Marcos m'a raconté qu'il avait une mère de mon âge et qu'il ne la laisserait jamais dans une situation pareille. Ces paroles m'ont fait pleurer encore plus, mais cette fois de gratitude pour cette bonté inattendue. Quand je suis finalement arrivé chez moi, il était presque 4 heures du matin. J'ai pris une douche chaude et essayé de dormir, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la froideur de Sébastien. J'ai passé le reste de la nuit éveillé, remettant en question tout ce qui concernait l'éducation que j'avais donnée à mon fils. Les jours suivants, Sébastien a agi comme si rien ne s'était passé. Il a appelé normalement, s'est renseigné sur la voiture comme s'il s'agissait d'un simple désagrément. Et quand j'ai essayé de parler de mon sentiment d'abandon, il a rapidement changé de sujet. C'était comme s'il ne pouvait vraiment pas comprendre la gravité de ce qu'il avait fait. 1 semaine après cette terrible nuit, Sébastien est apparu chez moi un dimanche matin. Je prenais mon café quand il est arrivé, avec ce sourire qu'il affichait toujours quand il voulait quelque chose. Je connaissais trop bien mon fils pour ne pas reconnaître les signes. « Maman, je dois te parler de quelque chose d'important », a dit Sébastien s'asseyant à la table de la cuisine. « Je t'écoute, mon fils », ai-je répondu, lui servant du café, essayant encore de maintenir la normalité entre nous malgré tout. Voilà, une opportunité d'investissement incroyable s'est présentée. Un ami à moi monte une entreprise de technologie et il m'a proposé d'être associé. C'est une chance unique, maman, a expliqué Sébastien, les yeux brillants d'enthousiasme. Je savais déjà où cette conversation allait mener. « Et combien as-tu besoin ?» ai-je demandé directement. « 30 000 €. Je sais que c'est beaucoup, mais c'est un prêt, maman. Dans 6 mois, je te rembourse tout avec les intérêts, » a dit Sébastien, prenant ma main par-dessus la table. Je suis restée silencieuse quelques secondes, observant mon fils. Il était là, demandant une somme astronomique,
juste une semaine après m'avoir abandonné sur la route. L'ironie de la situation était presque comique si elle n'était pas si douloureuse. « Sébastien, tu te souviens de ce qui s'est passé la semaine dernière ?» ai-je demandé calmement. « De quoi tu parles, maman ?» a-t-il répondu, fronçant les sourcils comme s'il ne savait vraiment pas de quoi je parlais. « Quand ma voiture est tombée en panne sur la route et que je t'ai appelé à l'aide, ai-je précisé, observant sa réaction. « Ah ça! Mais tout s'est bien terminé, non? Tu t'en sors toujours ?» a dit Sébastien avec un sourire insouciant, comme si la souffrance que j'avais endurée était sans importance. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. J'ai regardé cet homme assis à ma table qui fut un jour mon bébé, et j'ai clairement vu qui il était vraiment. Ce n'était plus mon petit garçon affectueux. C'était un adulte égoïste qui ne me voyait que comme une source de ressources. « Tu sais, Sébastien, tu as raison. Je m'en sors toujours, ai-je dit en me levant de table. Alors maintenant, c'est à ton tour de t'en sortir. Quand tu auras besoin de 30 000 €, appelle un Uber d'argent. » L'expression sur le visage de Sébastien a complètement changé. Le sourire l'a disparu, remplacé par un mélange de choc et d'irritation. « Comment ça, maman? Tu ne vas pas me prêter? C'est une opportunité unique, a-t-il insisté, se levant aussi. Tout comme venir chercher ta mère sur la route était une opportunité unique d'être un bon fils, ai-je répondu, croisant les bras. Sébastien m'a fixé pendant quelques secondes, comme s'il ne pouvait pas assimiler ce que je venais de dire. Ses yeux se sont plissés, et j'ai pu voir l'irritation grandir sur son visage. « Maman, tu ne peux pas être sérieuse, » a dit Sébastien, mettant ses mains sur ses hanches. « On parle d'une vraie opportunité d'affaires ici, pas d'une crise pour une situation qui est déjà passée. » Je suis restée ferme, observant mon fils avec une clarté que je n'avais pas eue depuis longtemps. Une crise de colère, c'est comme ça que tu appelles le désespoir que j'ai ressenti cette nuit-là, ai-je demandé, sentant ma voix devenir plus forte. Sébastien, j'ai passé 3 heures sous la pluie, terrifiée, espérant que tu changerais d'avis et viendrais m'aider. Mais tu vas bien maintenant, non? A-t-il rétorqué, gesticulant avec impatience. Au final, tu as tout résolu toute seule. Ça prouve juste que tu es plus forte que tu ne le penses. La froideur de ces mots m'a frappée comme une gifle. C'était incroyable comment mon propre fils pouvait déformer la situation pour justifier son indifférence. J'ai résolu parce que je n'avais pas le choix, Sébastien, parce que tu m'as abandonné quand j'avais le plus besoin de toi. Je n'ai abandonné personne, a dit Sébastien, haussant le ton. J'étais occupé et j'avais des engagements. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je laisse tout tomber chaque fois que tu as un problème. Chaque fois, ai-je répété, sentant un mélange d'incrédulité et de colère. Sébastien, quand est-ce que je t'ai demandé quelque chose pour la dernière fois? Quand est-ce que je t'ai dérangé avec mes problèmes? Il est resté silencieux un moment, visiblement incapable de répondre. J'en ai profité pour continuer. J'ai passé plus de 30 ans de ma vie à te mettre en premier, ai-je dit, marchant vers la fenêtre de la cuisine. Quand ton père nous a quittés, j'ai travaillé 2 emplois pour que tu puisses étudier dans une école privée. J'ai renoncé à mes vacances pour payer ton séjour à l'étranger. J'ai vendu ma vieille voiture que j'adorais pour t'aider à payer ton premier appartement. Et j'en ai toujours été reconnaissant, a dit Sébastien, mais sa voix sonnait défensive. Reconnaissant? Ai-je demandé, me retournant pour le regarder à nouveau. La gratitude ne se limitait pas à dire merci, Sébastien. La gratitude, c'est être présent quand la personne qui t'a aidé a besoin de toi. Maman, tu dramatises une situation qui n'était même pas si grave, a dit Sébastien, s'asseyant à nouveau. Ta voiture est tombée en panne. Tu as attendu un peu. Un camionneur t'a aidé. Fin de l'histoire. Pas besoin de tout ce théâtre. Ces mots m'ont coupé le souffle. Comment était-il possible que mon propre fils soit si insensible? Un peu, ai-je répété, sentant les larmes me monter aux yeux. Sébastien, je suis resté 3 heures seul sur une route dangereuse, au milieu d'une tempête. J'étais terrifié. Mais tu as survécu, a dit Sébastien en haussant les épaules. Et maintenant tu es saine et sauve. Alors quel est le problème?
À ce moment-là, j'ai pleinement compris qui mon fils était devenu. Ce n'était pas seulement de l'égoïsme, c'était un manque total d'empathie. Il était véritablement incapable de comprendre la souffrance des autres, particulièrement la mienne. Le problème, Sébastien, c'est que tu ne vois pas au-delà de toi-même, ai-je dit, essuyant mes larmes. Le problème, c'est que j'ai élevé un fils qui voit sa propre mère comme une ressource, pas comme une personne. Ce n'est pas vrai, a protesté Sébastien, se levant à nouveau. Je t'aime, maman. Ce n'est pas parce que je n'ai pas pu t'aider cette nuit-là que je ne me soucie pas de toi. Je n'ai pas pu, ai-je demandé, levant un sourcil. Ou je n'ai pas voulu, parce que d'après ton explication à l'époque, tu étais occupé avec des amis. T'amuser était plus important que la sécurité de ta mère. Sébastien a soupiré profondément, passant ses mains dans ses cheveux. Écoute, maman, peut-être que j'ai été un peu insensible cette nuit-là, mais ça n'a rien à voir avec le prêt que je te demande maintenant. Ce sont deux choses complètement différentes. C'est exactement la même chose, ai-je répondu fermement. Dans les deux situations, tu veux que je résolve un problème pour toi. La différence, c'est que cette fois, tu demandes de l'argent au lieu d'aide. Ce n'est pas un problème, a dit Sébastien, commençant à sonner désespéré. C'est une opportunité d'investissement. Je vais te rembourser l'argent avec des intérêts, même. Comment vas-tu me rembourser si tu n'as même pas les 30 000 pour investir? Ai-je demandé logiquement. Si tu avais les moyens de me rembourser, tu aurais les moyens d'investir avec ton propre argent. Sébastien s'est resté silencieux, n'ayant visiblement pas de réponse convaincante à cette question. Je pouvais voir les rouages tourner dans son esprit, cherchant probablement un autre argument. « Maman, je suis ton fils », a-t-il finalement dit, changeant de stratégie. « Les familles s'entraident, c'est ce que font les familles. » « Tu as raison, ai-je acquiescé, le surprenant. « Les familles s'entraident. Alors explique-moi pourquoi, quand ta famille a eu besoin d'aide, tu as préféré rester avec tes amis. » « Je t'ai déjà expliqué ça, » a dit Sébastien impatient. C'était une situation différente. C'était une situation où tu aurais dû sortir de chez toi par une nuit pluvieuse pour aider ta mère, ai-je corrigé. Et tu as choisi de ne pas le faire. Maintenant, tu veux que je sorte de ma zone de confort financière pour t'aider. Tu vois l'ironie. Sébastien a commencé à faire les 100 pas dans la cuisine, visiblement frustré. Maman, tu es vindicative. Ce n'est pas ton genre. Ce n'est pas de la vengeance, Sébastien, ai-je dit calmement. Ce sont les conséquences. Toute ma vie, j'ai toujours résolu vos problèmes sans poser de questions. J'ai toujours été disponible quand vous en aviez besoin. Et cela vous a appris que vous pouviez compter sur moi sans avoir à rendre l'appareil. Mais si, je rends l'appareil, protesta Sébastien. Je te rends visite, je t'emmène dîner parfois. Quand ça t'arrange, l'interrompis-je. Quand ça ne perturbe pas tes plans ou ton amusement. Mais quand j'ai vraiment besoin de toi, quand c'est inconvenant, tu disparais simplement. Sébastien s'arrêta de marcher et me regarda directement. Alors tu ne vas pas me prêter l'argent à cause de cette nuit-là, c'est ça? Je ne vais pas te prêter l'argent parce que j'ai finalement compris que je ne te rends pas service, expliquai-je. Chaque fois que je résous tes problèmes sans que tu aies besoin de faire d'efforts, je t'apprends que tu n'as pas besoin d'être responsable de tes choix. Maman, tu ne comprends pas, dit Sébastien, sa voix devenant presque suppliante. C'est vraiment une opportunité unique. Mon ami a des contacts dans le secteur technologique, l'entreprise va décoller. Et si elle va vraiment décoller, d'autres investisseurs voudront participer, répondis-je logiquement. Va voir une banque, présente ton projet, obtiens un prêt commercial. Les banques demandent des garanties que je n'ai pas, admit Sébastien à contre-cœur. Et pourquoi penses-tu que je devrais prendre un risque que même les banques ne veulent pas prendre, demandai-je en croisant les bras. Pourquoi mon argent durement gagné devrait-il être moins important que le leur? Sébastien resta silencieux à nouveau, réalisant clairement que ses arguments ne fonctionnaient pas. Je pouvais voir le désespoir grandir dans ses yeux. « Maman, s'il te plaît, » dit-il, changeant complètement de ton. « Je sais que j'ai fait une erreur cette nuit-là. J'aurais dû venir te chercher. Mais tu peux me punir pour toujours à cause d'un moment d'inattention.
Ce n'est pas une punition, Sébastien, dis-je, sentant mon cœur se serrer en voyant mon fils désespéré. Mais maintenant ma résolution, c'est un apprentissage, pour moi et pour toi. Quel genre d'apprentissage? Demanda Sébastien, sincèrement confus. J'ai appris que j'ai élevé un fils qui me voit comme une source inépuisable de ressources et de solutions, expliquai-je patiemment. Et tu vas apprendre que les actions ont des conséquences et que les relations sont basées sur la réciprocité. Sébastien s'assit lourdement sur la chaise, mettant sa tête entre ses mains. Je n'arrive pas à croire que tu me fais ça. Je me suis fait ça à moi-même pendant 32 ans, répondis-je doucement. J'ai toujours priorisé tes besoins au détriment des miens. J'ai toujours été disponible quand tu en avais besoin, sans poser de questions. Et le résultat a été d'élever un fils qui ne peut pas rendre l'appareil quand sa mère a besoin de lui. Il leva la tête et me regarda avec une expression mêlant colère et désespoir. « Alors c'est ça? Tu vas me laisser perdre cette opportunité à cause de ton orgueil blessé? » « Ce n'est pas mon orgueil blessé, Sébastien, » dis-je, gardant mon calme. « C'est mon cœur brisé. Mais surtout, c'est ma détermination à ne pas continuer à perpétuer un schéma destructeur. » Sébastien me regarda en silence pendant plusieurs minutes, comme s'il assimilait chaque mot que j'avais dit. Je pouvais voir différentes émotions traverser son visage. Colère, frustration, incrédulité et quelque chose qui semblait être le début d'une compréhension. « Tu ne vas vraiment pas changer d'avis, n'est-ce pas ?» demanda finalement Sébastien, sa voix devenant plus basse et résignée. « Non, » répondis-je fermement. « Et j'espère qu'un jour tu comprendras que je ne fais pas ça pour te nuire. Je le fais parce que je t'aime, passer pour ne plus continuer à te gâter de manière destructrice. » Sébastien se leva lentement de sa chaise et recommença à marcher dans la cuisine. Mais cette fois, ses mouvements étaient plus lents, pensifs. « Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour moi. « Tu vas faire ce que ferait n'importe quel adulte responsable, » répondis-je calmement. « Tu vas chercher des alternatives, tu vas travailler plus, tu vas économiser, tu vas présenter ton projet à de vrais investisseurs qui évalueront le mérite de la proposition, pas seulement leur relation familiale avec toi. »« Mais ça va prendre des mois, » dit Sébastien s'arrêtant devant moi. « L'opportunité va passer. » « Et si c'est une vraie opportunité, d'autres viendront, » répliquai-je. « Et si ça n'en est pas une, tu te seras épargné une perte que tu ne peux pas te permettre. » Pascal soupira profondément et s'appuya contre le comptoir de l'évier. « Je n'arrive pas à comprendre comment tu peux être aussi froide par rapport à ça. J'ai toujours pensé que je pouvais compter sur toi. »« Tu as toujours pu compter sur moi, Sébastien, » dis-je, sentant mon cœur se serrer. « Mais compter sur moi ne peut pas signifier que je résous tous tes problèmes pendant que tu ne fais aucun effort pour résoudre les miens. »« Mais je fais des efforts, » protesta Sébastien. « Je travaille, je paye mes factures. »« Tu t'occupes de ta propre vie, » l'interrompis-je. « Ce n'est pas faire des efforts, c'est le minimum que tout adulte doit faire. Faire des efforts, ce serait être présent quand j'en ai besoin. Ce serait m'offrir de l'aide sans que j'aie à la demander. Ce serait montrer que tu te soucies de mon bien-être autant que je me suis toujours soucié du tien. » Sébastien est resté silencieux à nouveau, regardant le sol. Je pouvais voir que mes paroles l'atteignaient enfin, pénétrant la barrière d'égoïsme qu'il avait construite au fil des ans. « Maman, » dit-il après un long moment, « je n'avais vraiment pas réalisé que tu te sentais comme ça. J'ai toujours pensé que tu aimais m'aider. Et j'aimais ça, et j'ai admis. Mais aimer aider ne signifie pas que je n'avais pas besoin de réciprocité. Cela ne signifie pas que je n'avais pas mes propres peurs, mes propres insécurités, mes propres moments de vulnérabilité. Comme cette nuit-là sur la route, dit Sébastien, faisant enfin le lien. Exactement comme cette nuit-là, ai-je confirmé. C'était l'une des nuits les plus effrayantes de ma vie, Sébastien. Pas seulement parce que ma voiture est tombée en panne ou parce qu'il pleuvait. C'était effrayant parce que j'ai découvert que mon fils, la personne la plus importante de ma vie, n'était pas disposé à m'aider quand j'en avais vraiment besoin. Sébastien passa ses mains sur son visage, semblant vraiment perturbé. J'étais avec des amis, je buvais, je m'amusais. Je pensais que tu te débrouillerais comme toujours. Et je l'ai fait, et je dis, mais à quel prix?
J'ai passé 3 heures sous la pluie, effrayée, me sentant abandonnée par la personne que j'aime le plus au monde. Un camionneur gentil m'a aidé. Un parfait pas étranger a montré plus de compassion envers moi que mon propre fils. Quel camionneur? Demanda Sébastien, semblant sincèrement curieux. Un homme nommé Marcos Silva, ai-je répondu. Il s'est arrêté quand il a vu ma voiture en panne, est resté avec moi sous la pluie pendant qu'il essayait de la réparer, m'a donné sa veste pour que je ne sois pas mouillée, et quand il n'a pas pu faire redémarrer la voiture, il m'a conduite à une station-service et est resté avec moi jusqu'à l'arrivée de la dépanneuse. « Et s'il ne te connaissait pas ?» demanda Sébastien, comme si l'idée lui était incompréhensible. « Il ne me connaissait pas du tout, ai-je confirmé. Il a simplement vu quelqu'un en difficulté et a décidé d'aider. Il n'a pas demandé si j'avais de l'argent pour payer, n'a pas dit qu'il était occupé, n'a pas suggéré que j'appelle un Uber. Uber, il a simplement aidé. » Sébastien est resté silencieux, assimilant cette information. Je pouvais voir qu'il faisait des comparaisons mentales qui n'étaient pas en sa faveur. « Maman, je suis désolé, » dit finalement Sébastien, et pour la première fois, sa voix sonnait sincèrement repentante. « Je suis vraiment désolé de ne pas être venu te chercher cette nuit-là. »« J'accepte tes excuses, » ai-je dit, sentant un soulagement dans ma poitrine. Mais Sébastien, les excuses n'effacent pas les conséquences de nos actions. Et l'une des conséquences est que maintenant je dois repenser notre relation et établir des limites plus claires. « Quel genre de limites ?» demanda Sébastien, semblant inquiet. « Des limites qui protègent mon bien-être émotionnel et financier, ai-je expliqué. Des limites qui m'empêchent de continuer à être juste une source de ressources pour toi. Des limites qui exigent de la réciprocité dans notre relation. » Sébastien s'est assis à nouveau, cette fois semblant vraiment abattu. « Alors tu ne vas plus m'aider avec quoi que ce soit. »« Je t'aimerai toujours, Sébastien, » ai-je dit, m'asseyant à côté de lui. « Tu es mon fils et cela ne changera jamais. Mais la façon dont je t'aide doit changer. Je ne peux plus résoudre tous tes problèmes sans que tu assumes des responsabilités. »« Et si je change vraiment ?» demanda Sébastien, me regardant dans les yeux. « Si je commence à être plus présent, plus attentionné, tu envisagerais de m'aider avec le prêt ?» J'ai réfléchi soigneusement avant de répondre. « Sébastien, les vrais changements prennent du temps pour se consolider. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain parce que tu as besoin d'argent. Si tu changes vraiment, si tu démontres constamment que tu te soucies de moi autant que je me soucie de toi, peut-être que nous pourrons parler d'aide financière à l'avenir. »« Combien de temps ?» demanda Sébastien. « Je ne sais pas, » ai-je répondu honnêtement. « Ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'attitude. C'est toi qui dois montrer que tu me vois comme une personne, pas comme une ressource. C'est toi qui dois être présent quand j'en ai besoin, pas seulement quand tu as besoin de quelque chose. » Sébastien hocha lentement la tête, semblant enfin comprendre la gravité de la situation. « Et si l'opportunité d'investissement passe, alors elle passera, ai-je dit tranquillement, et tu apprendras que nous ne pouvons pas toujours avoir tout ce que nous voulons au moment où nous le voulons. Parfois, nous devons travailler plus, attendre plus, faire plus d'efforts pour atteindre nos objectifs. Comme tu l'as fait toute ta vie, » dit Sébastien, et je pouvais entendre une nouvelle compréhension dans sa voix. « Exactement comme je l'ai fait toute ma vie, » ai-je confirmé. « J'ai travaillé à 2 emplois pour payer ton école. J'ai renoncé aux vacances pour financer ton séjour à l'étranger. J'ai vendu ma voiture pour te donner l'acompte de ton appartement. Je n'ai jamais rien eu gratuitement, Sébastien. J'ai toujours dû faire des efforts, me sacrifier, travailler dur pour tout ce que j'ai obtenu. Et j'ai toujours pensé que c'était normal, admit Sébastien. Je pensais que c'était comme ça que les mères fonctionnaient. Les mères sont des personnes, Sébastien, dis-je doucement. Des personnes avec des sentiments, des peurs, des besoins et des limites. Nous ne sommes pas des machines à résoudre les problèmes qui fonctionnent indéfiniment, sans entretien ni soin. Sébastien resta silencieux pendant longtemps, regardant ses mains. Quand il parla enfin, sa voix s'était chargée d'émotion. « J'ai tout gâché, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « Tu as fait des erreurs, corrigeai-je. Mais les erreurs peuvent être corrigées s'il y a une réelle volonté de changement.
La question est de savoir si tu veux vraiment changer ou si tu dis ça uniquement parce que tu as besoin d'argent. Je veux changer, dit Sébastien me regardant droit dans les yeux, mais je ne sais pas comment. Commence petit, suggérai-je. Appelle-moi une fois par semaine, juste pour savoir comment je vais. Passe me voir de temps en temps, sans avoir de service à me demander. Propose-moi ton aide avant que j'aie besoin de la demander. Montre un intérêt sincère pour ma vie, pas seulement quand tu as besoin de quelque chose de moi. Et si je fais tout ça, tu envisageras de me prêter l'argent, insista Sébastien. Je soupirai, réalisant qu'il n'avait toujours pas complètement compris. Sébastien, si tu fais ça uniquement pour obtenir de l'argent, ce n'est pas un vrai changement, c'est de la manipulation. Un vrai changement arrive parce que tu te soucies sincèrement de moi et que tu veux avoir une meilleure relation avec moi, pas parce que tu veux quelque chose en retour. Sébastien sembla enfin comprendre la différence. Alors ce n'est pas une question d'argent. Ça n'a jamais été une question d'argent, confirmai-je. C'est une question de respect, d'amour, de réciprocité et de traitement digne. L'argent n'est qu'un symbole de la façon dont tu me vois et me traites. Pascal se leva lentement, semblant porter le poids d'une nouvelle compréhension. Je dois partir et réfléchir à tout ça. D'accord, dis-je en me levant aussi. Prendre le temps qu'il te faut. Alors que nous marchions vers la porte, Sébastien s'arrêta et se tourna vers moi. Maman, je suis vraiment désolée. Pour tout. Je sais, répondis-je, touchant doucement son visage. Et j'espère que tu trouveras un moyen de transformer ces regrets en véritable changement. Après le départ de Sébastien, je restai là, portant le regardant monter dans sa voiture et partir. Pour la première fois depuis longtemps, j'eus le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait, même si c'était difficile. Établir des limites avec les personnes qu'on aime n'est jamais facile, mais c'est parfois nécessaire pour préserver notre dignité et notre bien-être. Dans les jours qui suivirent notre conversation, Sébastien ne donna pas signe de vie. Une partie de moi espérait qu'il appellerait, peut-être pour poursuivre notre discussion ou pour essayer une nouvelle approche pour obtenir le prêt. Mais le silence s'étendit sur une semaine entière et je commençais à me demander si ma fermeté avait été excessive. Pendant cette période, je maintins ma routine normale. Je travaillais au cabinet comptable où j'exerçais en tant qu'indépendante, je m'occupais de la maison, je retrouvais mes amis pour le café de l'après-midi. Mais il y avait une inquiétude constante dans ma poitrine, une sensation que quelque chose de fondamental avait changé dans ma vie. Ce fut un jeudi après-midi, alors que j'organisais des papiers sur la table de la cuisine, que mon téléphone sonna. Le nom de Sébastien apparut à l'écran et je sentis mon cœur s'accélérer légèrement. Je respirai profondément avant de répondre. « Salut, maman !» dit Sébastien, sa voix sonnant différemment, plus douce que la dernière fois que nous avions parlé. « Salut, mon fils !» répondis-je, essayant de garder un ton neutre. « Comment vas-tu ?»« Je vais bien, » dit-il, faisant une pause. Je me demandais, « As-tu quelques minutes pour parler ?»« Bien sûr, » répondis-je en m'asseyant sur la chaise de la cuisine. « De quoi voudrais-tu parler ?»« De notre dernière conversation, » dit Sébastien. « J'ai passé toute la semaine à réfléchir à tout ce que tu as dit et je crois que j'ai finalement compris certaines choses. » Je restais silencieuse, attendant qu'il continue. J'avais appris, au fil des années, que parfois le mieux que nous puissions faire est d'écouter. Tu avais raison sur beaucoup de choses, admit Sébastien, sa voix empreinte d'une humilité que je n'avais pas entendue depuis longtemps. J'ai vraiment été égoïste. Pas seulement cette nuit-là sur la route, mais dans beaucoup d'autres situations au fil des années. Continue, dis-je doucement, ressentant un mélange d'espoir et de prudence. J'ai repensé à toutes les fois où tu m'as aidé, continua Sébastien. L'école privée, l'échange à l'étranger, l'apport pour l'appartement, les petits prêts que je n'ai jamais complètement remboursés. Et j'ai commencé à me demander, quand était la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour toi sans que tu le demandes? La question resta suspendue dans l'air entre nous. J'aurais pu répondre que je ne m'en souvenais pas, mais j'ai choisi de le laisser arriver lui-même à cette conclusion. Je ne me souviens d'aucune fois, dit Sébastien après un long silence. Et ça me fait honter, maman,
très honteux. L'important est que tu le reconnaisses, dis-je, sentant mon cœur se réchauffer légèrement. Reconnaître un problème est la première étape pour le changer. Je veux changer, dit Sébastien avec détermination, mais pas parce que je veux le prêt. J'ai compris que tu ne vas pas me prêter l'argent et c'est d'accord. Je vais trouver une autre façon d'obtenir ce dont j'ai besoin. Et comment comptes-tu faire ça? Demandai-je, sincèrement curieuse. J'ai parlé avec quelques amis qui travaillent dans la finance, expliqua Sébastien. Ils m'ont donné des conseils sur la façon de présenter mon projet à de vrais investisseurs. Ce sera plus difficile, ça prendra plus de temps, mais au moins je ferai les choses correctement. Ça me rend fier, dis-je, et c'était vrai. Prendre des initiatives et chercher ses propres solutions, c'est beaucoup plus mature que d'attendre simplement que les autres résolvent tes problèmes. Merci, dit Sébastien. Mais je n'ai pas appelé juste pour parler du projet. J'ai appelé parce que je veux commencer à être un meilleur fils. Et je voulais savoir si tu aimerais déjeuner avec moi dimanche. L'offre m'a prise au dépourvu. Sébastien m'invitait rarement à quoi que ce soit, et quand il le faisait, il y avait généralement une arrière-pensée. Sans aucune faveur à demander, ajouta Sébastien, comme s'il pouvait lire dans mes pensées. Juste pour passer du temps ensemble, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. C'est vrai, acquiesçai-je, ressentant un pincement de tristesse en réalisant à quel point cette affirmation était vraie. J'adorerais déjeuner avec toi dimanche. Super, dit Sébastien, et je pouvais entendre un sourire dans sa voix. Je tiens à payer. Et avant que tu ne protestes, ce n'est pas parce que j'ai de l'argent en trop, c'est parce que c'est la bonne chose à faire. Après avoir raccroché le téléphone, je suis restée assise dans la cuisine pendant longtemps, réfléchissant à notre conversation. Il y avait quelque chose de différent dans le ton de Sébastien, une sincérité que je n'avais pas perçue depuis des années. Mais en même temps, une partie sceptique de moi se demandait si ce changement était authentique ou simplement une nouvelle stratégie pour finalement obtenir ce qu'il voulait. Le dimanche est arrivé et Sébastien est apparu à ma porte à 11h30 précises. Il était habillé plus décontracté que d'habitude, en jean et un polo bleu que je lui avais offert au Noël dernier. Le fait qu'il porte quelque chose que j'avais choisi m'a touchée de manière inattendue. « Tu es belle, maman », dit Sébastien, me saluant d'un baiser sur la joue. « Ce chemisier te va très bien. »« Merci », répondis-je, surprise par ce compliment spontané. Sébastien commentait rarement mon apparence, sauf si je lui demandais spécifiquement son avis sur quelque chose. Nous sommes allés dans un restaurant, italien au centre-ville, un endroit chaleureux dont j'avais mentionné plusieurs fois que je l'aimais, mais où je n'étais jamais allée avec Sébastien. Pendant le trajet en voiture, il m'a interrogé sur mon travail, mes amis, sur les petits détails de mon quotidien qui passaient habituellement inaperçus dans nos conversations. « Comment va Madame Teresa ?» demanda Sébastien en garant la voiture. « Elle a toujours des problèmes avec son petit-fils adolescent ?» J'ai été sincèrement surprise qu'il se souvienne de Teresa, ma voisine, et de ses problèmes familiaux que j'avais mentionnés des mois auparavant. « Ça va mieux, » répondis-je. Le garçon a commencé une thérapie, et ça aide beaucoup. C'est gentil de ta part de demander. Je me souviens des choses que tu me racontes, dit Sébastien semblant légèrement offensé par ma surprise. Peut-être que je ne montre pas d'intérêt sur le moment, mais j'écoute. Pendant le déjeuner, notre conversation a coulé d'une façon qui n'était pas arrivée depuis longtemps. Sébastien m'a parlé de son travail, de ses collègues, de quelques films qu'il avait vus récemment. Il m'a posé des questions sur ma vie, mes projets, mes préoccupations. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je parlais avec mon fils comme une personne, pas seulement comme une source de ressources. « Maman, » dit Sébastien alors que nous finissions le dessert, « je veux encore m'excuser pour cette nuit sur la route, mais cette fois je veux être plus précis sur ce pourquoi je m'excuse. »« D'accord, » dis-je, posant ma fourchette pour lui accorder toute mon attention. « Je ne m'excuse pas seulement de ne pas être venu te chercher, » poursuivit Sébastien. « Je m'excuse d'avoir traité ta demande d'aide comme si c'était un inconvénient. Je m'excuse d'avoir supposé que tu te débrouillerais toujours toute seule, sans considérer ce que tu ressentais. Et surtout, je m'excuse d'avoir passé des années à te traiter comme si ta seule fonction dans ma vie
était de résoudre mes problèmes. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. C'étaient les mots que j'avais espéré entendre depuis si longtemps, mais je n'avais jamais pensé que je les entendrais vraiment. Merci, dis-je, la voix légèrement étranglée. Tu ne peux pas imaginer ce que ça signifie pour moi d'entendre ça. Je comprends, dit Sébastien, tendant la main par-dessus la table pour prendre la mienne. Et je promets que je ferai mieux. Non pas parce que je veux quelque chose en retour, mais parce que tu mérites d'avoir un fils qui se soucie autant de toi que tu te soucies de moi. Le reste du déjeuner s'est déroulé dans une ambiance plus légère. Nous avons ri de quelques vieux souvenirs. Sébastien m'a raconté des histoires amusantes de son travail, et je me suis permis de croire, au moins pour quelques heures, que notre relation pourrait vraiment s'améliorer. Quand il m'a déposé chez moi, Sébastien est descendu de voiture pour m'accompagner jusqu'à la porte, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. « Maman, dit-il avant que je n'entre, je sais qu'il te faudra du temps pour croire totalement que ce changement est réel. Et je comprends cela, mais je continuerai d'essayer, même s'il faut des mois ou des années, pour que tu me fasses confiance à nouveau. Je veux y croire, dis-je honnêtement, et je suis prête à donner cette chance, tant que tu comprends que les vrais changements se démontrent par des actions constantes, pas seulement par de belles paroles. Je comprends, dit Sébastien en me serrant fort dans ses bras, et tu verras, je vais prouver que j'ai vraiment changé. Après son départ, je suis entrée chez moi avec des sentiments mitigés. Il y avait de l'espoir, oui, mais aussi une prudence acquise au fil des années de déception. Sébastien avait dit les bonnes paroles, montré les bonnes attitudes, mais seul le temps dirait si cette transformation était authentique ou juste une autre phase passagère. Dans les semaines qui ont suivi notre déjeuner dominical, Sébastien a tenu parole de manière surprenante. Il a commencé à m'appeler régulièrement, non pas pour demander des faveurs ou de l'argent, mais simplement pour savoir comment j'allais. C'étaient des conversations brèves mais sincères où il s'enquérait de mon travail, de ma santé, si j'avais regardé cette série qu'il m'avait recommandée. Le changement était si radical que je guettais le moment où le masque tomberait, quand il révélerait la vraie raison derrière toute cette attention. Mais les semaines ont passé et ce moment n'est pas venu. Au lieu de cela, Sébastien a continué à manifester un intérêt sincère pour ma vie que je n'avais pas vu depuis son adolescence. C'est lors d'un de ses appels, un mardi après-midi, qu'il m'a parlé de ses progrès avec son projet d'entreprise. J'ai obtenu une réunion avec un groupe d'investisseurs pour la semaine prochaine, dit Sébastien, sa voix mêlant anxiété et enthousiasme. J'ai passé le dernier mois à réécrire le business plan, en incluant toutes les suggestions reçues de mes amis qui travaillent dans le secteur financier. « C'est merveilleux, mon fils, » ai-je répondu, ressentant une pointe de fierté authentique. « Comment te sens-tu par rapport à la présentation ?»« Nerveux, » admit Sébastien avec une honnêteté qui m'a surprise, mais aussi confiant. « Pour la première fois, je sens que je fais les choses correctement, tu vois ? Je ne cherche pas de raccourci ni ne compte sur la générosité de quelqu'un. Je construis quelque chose basé sur le mérite du projet lui-même. Cette sensation d'accomplir quelque chose par son propre mérite est incomparable, dis-je me rappelant quand j'avais monté mon propre cabinet comptable des années auparavant. Même si c'est plus difficile, la satisfaction est bien plus grande. Tu as toujours essayé de m'enseigner ça, dit Sébastien faisant une pause. Je me souviens, quand j'avais 16 ans et que je voulais une voiture. Tu m'as dit que si je la voulais tant, je devais travailler pour l'acheter. À l'époque, je pensais que tu étais cruel. Et maintenant, demandai-je, curieuse de sa perspective actuelle. Maintenant, je comprends que tu essayais de m'apprendre la valeur des choses, répondit Sébastien. Si tu m'avais simplement acheté la voiture, je n'aurais jamais appris à valoriser ce que j'ai. Je n'aurais jamais développé la discipline nécessaire pour travailler pour ce que je veux. Cette réflexion m'a profondément touchée. Pendant des années, je m'étais demandé si mes tentatives d'enseigner la responsabilité avaient été mal interprétées comme un manque d'amour. Entendre Sébastien reconnaître l'intention derrière mes actions m'a apporté un soulagement inattendu. « Qu'est-ce qui a changé ta perspective ?» demandai-je, sincèrement curieuse de cette transformation. « Plusieurs choses, dit Sébastien pensif, mais principalement cette nuit sur la route.
Pas seulement le fait que je ne sois pas venu te chercher, mais toute la séquence d'événements qui a suivi. Pour la première fois de ma vie, tu m'as dit non. Et cela m'a forcé à regarder notre relation différemment. Comment ça? Demandai-je, voulant mieux comprendre son processus de réflexion. Pendant des années, j'ai fonctionné avec l'idée que tu serais toujours là pour résoudre mes problèmes, expliqua Sébastien. C'était presque comme si j'avais un filet de sécurité invisible, sachant que peu importe ce qui arrivait, maman arrangerait les choses. Cela m'a rendu complaisant, irresponsable. Et quand j'ai dit non, quand tu as dit non, pour la première fois, j'ai dû faire face aux véritables conséquences de mes choix, poursuivit Sébastien. J'ai dû trouver des solutions par moi-même. J'ai dû assumer l'entière responsabilité de mes actes. Au début, je l'avoue, j'étais en colère. Je pensais que tu étais injuste, que tu me punissais de manière disproportionnée. Et après, j'ai commencé à comprendre que tu ne me punissais pas, dit Sébastien. Tu me libérais de la dépendance, de l'immaturité, de cette sensation d'être un éternel enfant qui n'aurait jamais besoin de vraiment grandir. Cette prise de conscience m'a ému plus que je ne l'aurais imaginé. Pendant si longtemps, je m'étais demandé si ma décision d'établir des limites avait été la bonne. Entendre Sébastien exprimer non seulement sa compréhension, mais aussi sa gratitude pour ce changement, a validé des années de doutes et d'incertitudes. Je suis fière de toi, dis-je, ma voix chargée d'émotions sincères. Non seulement parce que tu cherches des investisseurs pour ton projet, mais aussi pour cette réflexion sur toi-même. Un véritable changement personnel est l'une des choses les plus difficiles qui soit. Merci, dit Sébastien, et je pouvais entendre qu'il était ému aussi. Maman, je peux te poser une question? Bien sûr, répondis-je. Est-ce que tu m'as pardonné pour ce qui s'est passé cette nuit-là et pour toutes ces années d'égoïsme qui ont précédé? La question m'a prise au dépourvu. J'avais passé tellement de temps à me concentrer sur le changement de comportement de Sébastien que je n'avais pas pris le temps de traiter complètement mes propres sentiments concernant le pardon. Le pardon est un processus, dis-je après un moment de réflexion. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, surtout quand la blessure s'est accumulée pendant des années. Mais je peux dire que j'avance dans cette direction. Je comprends, dit Sébastien. Et je ne m'attends pas à ce que ce soit facile ou rapide. Je veux juste que tu saches que je suis déterminée à continuer à démontrer que j'ai changé, aussi longtemps qu'il le faudra. Cela signifie beaucoup pour moi, répondis-je honnêtement. Après avoir raccroché le téléphone, je suis restée à réfléchir à notre conversation. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à voir Sébastien assumer la responsabilité non seulement de ses actions, mais aussi de sa croissance personnelle. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de parler à un homme adulte et non à un garçon déguisé en adulte. Quelques jours plus tard, Sébastien m'a rappelé, cette fois avec des nouvelles de la réunion avec les investisseurs. Comment ça s'est passé? Ai-je demandé dès que j'ai décroché, ne pouvant cacher mon anxiété. Mieux que ce que j'espérais, dit Sébastien, sa voix chargée de satisfaction. Ils ont posé beaucoup de questions difficiles, remis en question plusieurs aspects du business plan, mais à la fin, ils ont montré un réel intérêt pour le projet. C'est merveilleux, me suis-je exclamé, ressentant une joie sincère pour son succès. Et quelle est la prochaine étape? Ils veulent une deuxième réunion la semaine prochaine, cette fois avec toute leur équipe d'analyse, expliqua Sébastien. Ils ont aussi demandé des documents supplémentaires et une projection financière plus détaillée. C'est beaucoup de travail, mais c'est exactement le type de travail que j'aurais dû faire depuis le début. Je suis très fière de toi, dis-je, et c'était absolument vrai. Tu affrontes ce défi avec une maturité qui m'impressionne. Tu sais ce qui m'impressionne le plus? Dit Sébastien. À quel point j'apprécie ce processus. Oui, c'est plus difficile que de simplement emprunter de l'argent à quelqu'un de la famille, mais c'est aussi beaucoup plus gratifiant. Chaque petite victoire semble vraiment être la mienne. Ce sentiment d'accomplissement personnel est quelque chose que personne ne peut enlever. Tigé me rappelant mes propres expériences professionnelles. Quand tu construis quelque chose de tes propres mains et avec ta propre détermination, cela devient une partie de qui tu es. Exactement, acquiesça Sébastien. Et je voulais te remercier de m'avoir forcé à découvrir ça.
Si tu m'avais prêté l'argent ce jour-là, je n'aurais jamais vécu ce processus de croissance. Tu n'as pas besoin de me remercier, répondis-je. Tu as fait tout le travail difficile. J'ai simplement établi une limite que j'aurais dû établir depuis longtemps. Quand même, insista Sébastien, tu as eu le courage de dire non, alors qu'il était plus facile de dire oui. Ça a dû être difficile pour toi aussi. Il avait raison. Pendant des années, j'avais choisi la facilité, cédant aux demandes de Sébastien pour éviter les conflits et maintenir la paix. Dire non avait exigé une force que je ne savais pas posséder. C'était difficile, admis-je. Mais c'était nécessaire pour nous deux. Maman, dit Sébastien, sa voix devenant plus sérieuse, je peux te dire quelque chose dont je me suis rendu compte ces dernières semaines. Bien sûr, répondis-je intrigué. Je me suis rendu compte que je ne t'ai jamais vraiment connu en tant que personne, dit Sébastien, ses paroles me prenant complètement au dépourvu. Pendant toutes ces années, je te voyais uniquement comme ma mère, comme quelqu'un dont le rôle était de me soutenir et de résoudre mes problèmes. Je ne me suis jamais arrêté pour penser à toi en tant que Flore, une femme de 58 ans avec ses propres rêves, peurs et besoins. Cette remarque m'a laissé sans voix pendant un moment. C'était une observation si simple mais en même temps si profonde que je ne savais pas comment répondre. Et maintenant, ai-je finalement réussi à demander. Maintenant, je veux vraiment te connaître, a dit Sébastien avec sincérité. Je veux savoir quels sont tes projets d'avenir, ce qui te rend heureuse, ce qui t'inquiète. Je veux avoir une vraie relation avec toi, pas seulement cette dynamique unilatérale qui existait avant. J'aimerais beaucoup cela, ai-je dit, sentant les larmes me monter aux yeux. Il y a si longtemps que j'attends cette conversation. Alors que te dirais-tu de dîner ensemble vendredi, a suggéré Sébastien. Pas pour parler de moi ou de mes projets, mais pour que tu me parles de ta vie, de tes rêves, tes projets, tes inquiétudes. Je veux tout entendre. Ce serait merveilleux, ai-je répondu, pouvant à peine contenir l'émotion dans ma voix. Après avoir raccroché le téléphone, je suis restée assise en silence pendant longtemps, réalisant l'ampleur de la transformation dont j'étais témoin. Le Sébastien qui m'avait abandonné sur la route cette nuit pluvieuse semblait être une personne complètement différente de l'homme qui venait de m'inviter à dîner pour mieux connaître ma vie. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que peut-être, juste peut-être, notre relation pourrait devenir quelque chose de véritablement spécial. Le vendredi est arrivé avec un mélange d'attente et de nervosité que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'ai passé plus de temps que d'habitude à choisir ma tenue, non par vanité, mais parce que ce dîner représentait quelque chose de complètement nouveau dans ma relation avec Sébastien. Pour la première fois en décennies, il avait montré un intérêt sincère à me connaître en tant que personne, pas seulement comme sa mère pourvoyeuse. J'ai choisi une robe bleu marine simple mais élégante, qui m'a toujours donné confiance. En me préparant, j'ai réfléchi à l'étrangeté de ressentir cette anxiété pour dîner avec mon propre fils. Mais la vérité était que le Sébastien qui m'avait invité semblait être une personne complètement différente de celui qui m'avait abandonné sur la route quelques semaines plus tôt. Il est arrivé ponctuellement à 7 heures, apportant un petit bouquet de fleurs jaunes, mes préférées, un détail qui m'a surprise qu'il s'en souvienne. « Tu es belle, maman », a dit Sébastien quand j'ai ouvert la porte, et je pouvais percevoir la sincérité dans ses mots. « Prête pour notre soirée à mieux connaître Flore Pascal ?»« Plus que prête, » ai-je répondu, sentant un sourire sincère se former sur mes lèvres. Il y a si longtemps que j'attends une conversation comme celle-ci. Le restaurant que Sébastien avait choisi était chaleureux et discret, le genre d'endroit où nous pourrions parler sans hâte ni interruption. Il avait clairement pensé à l'ambiance, choisissant une table dans un coin plus intime où notre conversation pourrait couler naturellement. « Alors, » a dit Sébastien après que nous ayons passé nos commandes, « je veux commencer par une question que j'aurais dû poser il y a des années. Qu'est-ce qui te rend vraiment heureuse, maman? Pas en tant que ma mère, mais en tant que Flore. » La question m'a prise au dépourvu par sa simplicité et sa profondeur. Pendant si longtemps, mon identité avait été définie par mon rôle de mère que j'avais presque oublié qui était Flore Pascal en tant qu'individu.
C'est une question complexe, ai-je répondu, prenant une gorgée de vin pour gagner du temps. Pendant tant d'années, mon bonheur était tellement lié à ton bien-être que j'ai un peu perdu de vue ce qui me rendait heureuse indépendamment de cela. Et maintenant, a demandé Sébastien se penchant légèrement en avant, montrant un intérêt sincère. Peux-tu identifier ce qui t'apporte de la joie? Oui, ai-je dit, surprise par la clarté de ma réponse. J'ai découvert que j'adore le jardinage. J'ai passé les derniers mois à transformer mon jardin, à planter des fleurs et des herbes. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à voir quelque chose grandir et fleurir sous mes soins. Je ne savais pas ça, a dit Sébastien, semblant véritablement intéressé. Quand cet intérêt pour le jardinage a-t-il commencé? Ironiquement, juste après cette nuit sur la route, ai-je répondu honnêtement. Je pense que j'avais besoin de quelque chose qui m'apporte la paix, quelque chose qui ne dépende que de moi et de mes soins. Les plantes ne demandent pas de prêt et ne me laissent pas tomber, ai-je ajouté avec un sourire ironique. Sébastien a ri, mais c'était un rire sans malice, reconnaissant l'humour dans l'observation. Touché, a-t-il dit. Et quoi d'autre? Quels autres aspects de flore je ne connais pas? Eh bien, j'ai repris la lecture, ai-je continué, me sentant de plus en plus à l'aise pour partager. J'ai toujours adoré les romans classiques, mais j'avais arrêté de lire par manque de temps. Maintenant, je consacre au moins 1 heure par jour à la lecture, et c'est l'un des moments les plus agréables de ma journée. Quel genre de livre lis-tu? Demanda Sébastien, manifestant une curiosité sincère. Principalement de la littérature brésilienne contemporaine et quelques classiques que je n'avais jamais eu le temps de lire, répondis-je. J'ai récemment terminé Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus. Cela m'a fait beaucoup réfléchir sur la résilience et la détermination. Cela semble fascinant, dit Sébastien. Pourrais-tu me le prêter quand tu auras fini ta prochaine lecture? J'aimerais connaître tes goûts littéraires. Cette simple question m'a ému plus que je ne l'aurais imaginé. C'était la première fois que Sébastien manifestait de l'intérêt pour quelque chose que j'aimais, au lieu d'attendre simplement que je m'intéresse à ses centres d'intérêt. Bien sûr, répondis-je, peinant à dissimuler ma joie. Ce serait merveilleux de pouvoir parler de livres avec toi. Et concernant l'avenir, demanda Sébastien, quels sont tes projets, tes rêves? Que souhaite faire Flore Pascal dans les années à venir? C'est une question que je me pose beaucoup ces derniers temps, admis-je. Pendant si longtemps, mes projets tournaient autour d'être une bonne mère, d'être disponible pour toi. Maintenant, pour la première fois, je pense à des projets personnels. Comme quoi? Demanda Sébastien, appuyant son menton sur sa main, visiblement intéressé. J'envisage de suivre une formation en paysagisme, dis-je, surprise par la facilité avec laquelle je partageais ce rêve. J'ai découvert que j'avais un talent pour le jardinage et j'aimerais en faire quelque chose de plus professionnel. Peut-être même créer une petite entreprise, aider les gens à créer des jardins chez eux. Maman, c'est fantastique, s'exclama Sébastien, son enthousiasme semblant absolument sincère. Tu as toujours un œil esthétique aiguisé. Je me souviens, comme notre maison était toujours la plus belle de la rue, avec ces arrangements floraux que tu faisais. Tu te souviens de ça? Demandai-je, touché par ce souvenir. Bien sûr que je m'en souviens, dit Sébastien. Je n'avais simplement jamais pensé que cela pourrait être plus qu'un hobby. Tu as un vrai talent, et c'est incroyable que tu envisages d'en faire une carrière. Ce ne serait pas une carrière à temps plein, précisai-je. Plutôt un projet parallèle, quelque chose qui me procure une satisfaction personnelle et peut-être un revenu supplémentaire. Pourquoi pas une carrière complète? Demanda Sébastien, me surprenant par sa question. Tu as 58 ans, pas 80. Il y a encore beaucoup de temps devant toi pour construire quelque chose de nouveau. Tu penses vraiment qu'il n'est pas trop tard pour recommencer? Demandai-je, révélant une insécurité dont j'ignorais l'existence. Absolument pas, dit Sébastien avec conviction. En fait, je pense que c'est le moment parfait. Tu as l'expérience de la vie, la stabilité financière, et pour la première fois depuis des décennies, une totale liberté pour te concentrer sur tes propres objectifs. Ces paroles m'ont profondément touché.
Pendant des mois, je m'étais débattue avec le sentiment qu'il était peut-être trop tard pour de grands changements, que ma vie était déjà tracée et que je devais me contenter de petits ajustements. Tu sais ce qui m'impressionne le plus, poursuivit Sébastien, à quel point tu t'es épanoui après avoir établi des limites avec moi. C'est comme si tu t'étais enfin donné la permission d'être toi-même. C'est exactement cette sensation, approuvai-je, impressionné par sa perception. Pendant des années, j'ai eu l'impression de vivre une version réduite de moi-même, plaçant toujours les besoins des autres avant les miens. « Et comment te sens-tu maintenant » demanda Sébastien. « Renouvelé, » répondis-je sans hésitation, comme si je découvrais des parties de moi qui étaient restées endormies. C'est effrayant, mais aussi extrêmement libérateur. « Je veux te soutenir dans ce parcours, » dit Sébastien, sa voix chargée de sincérité. « Pas financièrement, » ajouta-t-il rapidement, « mais émotionnellement. Je veux être présent pour tes réussites, je veux entendre parler de tes projets, je veux être le fils qui célèbre tes succès au lieu de n'apparaître que lorsqu'il a besoin de quelque chose. » Cela signifierait beaucoup pour moi, dis-je, sentant les larmes me monter aux yeux. « Maman, » dit Sébastien, tendant la main pour toucher la mienne, « puis-je te dire ce que je ressens par rapport à tout ce qui s'est passé ?»« Je t'en prie, » répondis-je, serrant sa main. « J'ai honte, » admit Sébastien, « pas seulement pour ce que j'ai fait cette nuit-là sur la route, mais pour toutes ces années où je t'ai traité comme une source inépuisable de ressources et de soutien, sans jamais rien rendre ni même reconnaître tes sacrifices. » « Sébastien, laisse-moi finir, » dit-il doucement. « J'ai honte, mais je suis aussi reconnaissant. Reconnaissant parce que tu as eu le courage de dire « stop », même en sachant que ce serait douloureux pour nous deux. Si tu n'avais pas fait ça, je serais probablement resté cet homme égoïste et immature toute ma vie. Tu n'étais pas égoïste par nature, dis-je, voulant le consoler. Tu n'avais simplement jamais appris à être différent. Mais maintenant j'ai appris, dit Sébastien avec détermination, et je veux continuer à apprendre. Je veux être le fils que vous méritez, pas celui que j'ai été pendant tant d'années. Tu l'es déjà, ai-je dit, réalisant que c'était absolument vrai. L'homme assis ici avec moi aujourd'hui, intéressé par ma vie, soutenant mes rêves, assumant la responsabilité de ses erreurs, c'est le fils dont j'ai toujours rêvé. Merci, dit Sébastien, et je pouvais voir qu'il était ému. Cela signifie plus que tu ne peux l'imaginer. Nous avons passé le reste de la soirée à parler de tout et de rien. Mes projets pour le jardin, son projet d'entreprise, les livres que nous voulions lire, les endroits que nous aimerions visiter. C'était le genre de conversation que j'avais imaginé avoir avec mon fils, une fois adulte, mais qui n'avait jamais eu lieu jusqu'à ce moment. Quand nous sommes finalement rentrés à la maison, Sébastien m'a accompagné jusqu'à la porte, mais n'est pas entré. Au lieu de cela, il m'a donné une longue et forte étreinte, différente de toutes celles que nous avions partagées depuis des années. « Merci pour cette soirée, » dit Sébastien, « de m'avoir donné l'opportunité de vraiment te connaître. Merci d'avoir voulu me connaître, » ai-je répondu, lui rendant son étreinte. « Je peux t'appeler demain ?» demanda Sébastien. « Pas pour parler de moi, mais pour savoir comment s'est passée ta journée, ce que tu as fait dans le jardin, quel livre tu lis. J'adorerais, ai-je dit, sentant mon cœur se remplir d'un bonheur que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Après son départ, je suis entré chez moi avec un sentiment de plénitude que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Pour la première fois, je sentais que j'avais une relation réelle et adulte avec mon fils, basée sur le respect mutuel et un intérêt sincère l'un pour l'autre. Ce soir-là, avant de dormir, j'ai réfléchi au parcours qui nous avait amenés jusqu'à ce point. La douleur de cette nuit sur la route, la décision difficile d'établir des limites, les mois de silence et d'incertitude. Tout en avait valu la peine pour arriver à ce moment de véritable connexion. 6 mois après cette soirée transformatrice au restaurant, j'étais agenouillée dans mon jardin, plantant les derniers plants de lavande dans le parterre que j'avais planifié pendant des semaines. Le cours de paysagisme que j'avais commencé 3 mois auparavant dépassait toutes mes attentes et chaque cours
me remplissait d'une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. « Maman, ça devient magnifique », dit Sébastien, apparaissant à la porte du jardin avec 2 tasses de café à la main. Ces derniers mois, ces visites matinales du samedi étaient devenues notre tradition, un moment sacré que nous protégions tous deux religieusement. « Merci, mon fils », ai-je répondu, acceptant le café et me levant pour admirer le travail. Qui aurait cru que ce parterre abandonné se transformerait en cela? Le jardin était vraiment méconnaissable. Là où il n'y avait autrefois que de l'herbe mal entretenue et quelques arbustes sans vie, fleurissaient maintenant des parterres organisés de roses, de lavande, de jasmin et une variété d'herbes aromatiques qui parfumaient tout le jardin. C'était mon œuvre d'art vivante, mon témoignage qu'il n'est jamais trop tard pour s'épanouir. Comment s'est passée la présentation aux nouveaux investisseurs hier? Ai-je demandé, m'asseyant sur le banc en bois que Sébastien avait installé le mois dernier, sans que je le demande, simplement parce qu'il avait remarqué que je passais beaucoup de temps dans le jardin. Mieux que prévu, répondit Sébastien, son visage s'illuminant de cette satisfaction qui ne vient que du travail bien fait. Ils ont approuvé l'expansion du projet dans 2 autres villes. Dans 6 mois, nous aurons des bureaux à São Paulo et Belo Horizonte. Je suis si fière de toi, ai-je dit, et ces mots portaient maintenant un poids complètement différent. Ce n'était plus la fierté désespérée d'une mère essayant de valider les choix discutables de son fils, mais l'admiration sincère pour un homme qui avait construit quelque chose de solide de ses propres mains. « Tu sais ce qui me rend le plus heureux ?» dit Sébastien s'asseyant à côté de moi. « C'est que quand je raconte aux gens le succès de l'entreprise, la première chose qui me vient à l'esprit est de t'appeler pour partager la nouvelle. Pas pour demander de l'argent, pas pour résoudre un problème, mais simplement parce que je veux partager ma joie avec toi. Et tu n'imagines pas comme cela me réchauffe le cœur, ai-je répondu, touchant doucement son bras. Pendant tant d'années, je n'entendais parler de toi que lorsqu'il y avait une crise ou un besoin. Maintenant, tu m'appelles pour me parler d'un film que tu as vu, d'un livre que tu as lu, d'une réussite au travail. C'est parce que j'ai finalement compris que tu es une personne à part entière, pas seulement ma mère, dit Sébastien, ces mots faisant écho à cette révélation qu'il avait partagée des mois auparavant. Et les personnes entières méritent d'être incluses dans les joies, pas seulement appelées pour résoudre des problèmes. Nous sommes restés dans un silence confortable pendant quelques minutes, observant les abeilles travailler sur les fleurs de lavande. C'était incroyable comme ces moments de paix étaient devenus précieux pour moi. Surtout après des décennies d'anxiété constante concernant le bien-être de Sébastien. « Maman, » dit Sébastien, brisant le silence, « je peux te dire quelque chose que j'ai remarqué récemment ?»« Bien sûr, » répondis-je en me tournant pour lui faire face complètement. « Tu as changé autant que moi ces derniers mois, » dit Sébastien, m'observant attentivement. « Quand tu as établi ces limites avec moi, tu ne m'as pas seulement forcé à grandir. Tu t'es aussi libéré pour découvrir qui tu es vraiment. » « Comment ça ?» demandai-je, intrigué par sa perception. « Regarde ce que tu as construit, » dit Sébastien, faisant un geste vers le jardin autour de nous. « Il y a 6 mois, tu ne savais même pas que tu avais un talent pour le paysagisme. Maintenant, tu suis une formation, tu as déjà 3 clients qui peinent pour tes services et tu prévois d'en faire une vraie entreprise. » Il avait raison. Le Flore qui avait été abandonné sur cette route pluvieuse était une femme qui se définissait entièrement par son rôle de mère. Le Flore d'aujourd'hui avait découvert des passions, des talents et des rêves dont elle ignorait l'existence. Et ce n'est pas que le paysagisme, poursuivit Sébastien. Tu es plus confiante, plus affirmée, plus vivante. C'est comme si tu t'étais enfin donné la permission d'exister en tant qu'individu. Tu sais quand j'ai commencé à remarquer ce changement, demandai-je, me souvenant d'un moment précis. C'était quand Madame Martinez, ma première cliente, m'a payé pour le projet de son jardin. Pour la première fois en décennies, j'ai reçu de l'argent pour quelque chose que j'avais créé, pas pour résoudre les problèmes des autres. Comment t'es-tu sentie ? Demanda Sébastien, sincèrement intéressé. Puissante, répondis-je sans hésitation. Utile d'une manière complètement nouvelle.
Pendant des années, mon utilité était liée à combien je pouvais me sacrifier pour les autres. Découvrir que je peux être utile en créant de la beauté, en utilisant mes propres talents, a été une révélation. Et tes plans pour l'avenir? Demanda Sébastien. Tu penses toujours à développer l'entreprise de paysagisme? Pas seulement y penser, dis-je contenant à peine mon enthousiasme. La semaine prochaine, j'ai une réunion avec l'administration d'une résidence. Ils veulent que je réaménage tout l'espace commun. Si j'obtiens ce contrat, ce sera mon premier vraiment grand projet. Maman, c'est fantastique, s'exclama Sébastien, sa joie semblant aussi sincère que si c'était sa propre réussite. Tu vas assurer à cette présentation. J'espère, dis-je, ressentant un mélange familier de nervosité et d'excitation. C'est effrayant, mais aussi excitant. Je n'aurais jamais pensé qu'à 58 ans, je commencerais une carrière complètement nouvelle. Tu sais ce qui m'impressionne le plus dans tout ça? Dit Sébastien, se levant et marchant vers la roseraie. C'est que tu n'as pas seulement changé ta propre vie. Tu m'as appris qu'il n'est jamais trop tard pour grandir, pour prendre ses responsabilités, pour devenir une meilleure personne. Nous nous sommes appris cela mutuellement, corrigeai-je doucement. Ta transformation m'a aussi inspiré. Te voir assumer la responsabilité de tes erreurs, travailler dur pour ton succès, m'a montré que de vrais changements sont possibles à tout âge. En parlant de changement, dit Sébastien revenant sur le banc avec une expression légèrement nerveuse, il y a quelque chose que je veux te dire. Quoi donc? Demandai-je, remarquant le changement dans son ton. Tu te souviens de Marcos Silva, le camionneur qui t'a aidé cette nuit-là? Demanda Sébastien. Bien sûr, répondis-je, surprise par cette mention. Pourquoi? J'ai réussi à le contacter, dit Sébastien, semblant légèrement gêné. Je voulais le remercier personnellement pour ce qu'il a fait pour toi cette nuit-là. Après tout, il a été plus un fils pour toi pendant ces 3 heures que je ne l'avais été pendant des mois. Sébastien, tu n'avais pas besoin. Si, j'en avais besoin, interrompit Sébastien doucement. Je lui ai parlé au téléphone la semaine dernière. Il se souvient très bien de toi. Il a dit que tu étais très polie et reconnaissante, même dans ton désespoir. Il a été un ange cette nuit-là, dis-je, me souvenant de la gentillesse inattendue de l'étranger qui m'avait secouru. Je l'ai invité à déjeuner avec nous dimanche prochain, dit Sébastien, observant attentivement ma réaction. Je veux qu'il sache que tu as un fils qui tient à toi, même s'il a mis longtemps à apprendre comment le montrer. La proposition m'a profondément ému. C'était une preuve de plus que Sébastien avait changé, qu'il pouvait maintenant penser au-delà de lui-même et considérer les personnes qui avaient été importantes pour moi. Ce serait merveilleux de le revoir dans de meilleures circonstances, dis-je, sentant les larmes me monter aux yeux. Et je suis sûr qu'il sera impressionné par l'homme que tu es devenu. J'espère, dit Sébastien. Je veux qu'il voie que cette nuit n'a pas été vaine, que tu as vraiment une famille qui t'aime et qui te valorise. Tu sais que je t'ai complètement pardonné, n'est-ce pas? Dis-je prenant la main de Sébastien. Pas seulement pour ce qui s'est passé cette nuit-là, mais pour toutes les années d'immaturité qui ont précédé. Je sais, dit Sébastien en serrant ma main, mais le pardon n'efface pas la responsabilité. J'ai encore beaucoup à compenser, de nombreuses années d'égoïsme à équilibrer avec des années de présence authentique. Et tu le fais, lui ai-je assuré. Chaque appel sans raison particulière, chaque visite spontanée, chaque moment d'intérêt sincère pour ma vie est une forme de compensation. Maman, dit Sébastien, sa voix devenant plus sérieuse, puis-je te poser une question qui me trotte dans la tête depuis des semaines? Bien sûr, ai-je répondu, me préparant à tout. Regrettes-tu d'avoir dit non quand j'ai demandé ce prêt? Demanda Sébastien. Même en sachant à quel point ça a été douloureux pour nous deux au début. Pas une seconde, ai-je répondu sans hésitation. C'était la meilleure décision que j'ai prise depuis des décennies. Si je t'avais prêté cet argent, tu n'aurais jamais appris à chercher tes propres solutions. Tu n'aurais jamais développé la maturité que tu as aujourd'hui et je n'aurais jamais découvert ma propre force. Et je n'aurais jamais construit une entreprise solide basée sur le mérite du projet, ajouta Sébastien. Ce non était le cadeau le plus précieux que tu m'aies jamais fait, même si j'ai mis du temps à le comprendre.
Parfois, le véritable amour exige que nous soyons fermes plutôt que complaisants, dis-je, réfléchissant au chemin qui nous avait menés jusqu'ici. Pendant des années, je pensais qu'être une bonne mère signifiait toujours dire oui, toujours résoudre, toujours faciliter. J'ai découvert que parfois, être une bonne mère signifie dire non et forcer la croissance. Et être un bon fils signifie être présent, même quand je n'ai besoin de rien, dit Sébastien, complétant la pensée. Cela signifie valoriser la personne qui m'a tant donné, pas seulement quand c'est pratique pour moi. Alors que le soleil montait dans le ciel et réchauffait nos visages, je pensais à l'ironie de toute notre histoire. Cette terrible nuit sur la route, qui m'avait semblé à l'époque être le pire moment de ma relation avec Sébastien, était devenue le catalyseur de la meilleure phase que nous ayons jamais vécue ensemble. Tu sais ce qui me rend le plus heureuse dans tout ça, dis-je en observant un papillon se poser délicatement sur une rose rouge. C'est que nous avons enfin une relation authentique, basée sur le respect mutuel et l'intérêt sincère l'un pour l'autre. Et le meilleur, c'est que nous découvrons encore de nouvelles choses l'un sur l'autre, dit Sébastien en souriant. Après 32 ans, je continue de découvrir ma mère, et tu continues de découvrir ton fils. Parce que nous nous voyons enfin comme des personnes entières, dis-je, pas seulement comme des rôles que nous jouons dans la vie de l'autre. À ce moment-là, assise dans mon jardin aux côtés de mon fils, observant le résultat de moi de travail et de croissance mutuelle, j'ai ressenti une paix profonde que je n'avais pas éprouvée depuis des décennies. Le Flore, qui avait été abandonné sous la pluie, cette nuit-là avait découvert sa propre force. Le Sébastien, qui avait préféré l'amusement à la responsabilité filiale, était devenu un homme dont j'étais sincèrement fier. Parfois, les plus grandes bénédictions se cachent derrière les plus grandes déceptions, et le véritable amour exige parfois le courage d'établir des limites qui semblent cruelles au début, mais qui finalement se révèlent libératrices pour tous les concernés.